Super. Eh ben, c'est parti, j'ai compris. Alors, ça faut juste pas m'enlever le truc. Voilà, c'est bon. OK. Alors voilà, vous présentez déjà l'hydratation au quotidien, l'hydratation du sportif. Donc, de manière générale, on va voir les rôles de l'eau. Donc, l'eau a un rôle de constitution puisque c'est l'élément principal de notre organisme, hein. Il a un rôle de thermorégulation, donc il va maintenir justement une régulation normale de la température au sein du corps, justement quand du froid, des très grandes températures négatives. Il va avoir un rôle de transport, des transports à travers le sang, transport des nutriments, des hormones, de l'oxygène, de nos déchets, etc., qui seront éliminés à travers le rein. Un rôle chimique, puisque l'eau participe à tout ce qui est digestion, toutes les réactions aussi enzymatiques importantes pour des différentes réactions métaboliques. Et puis, un rôle de régulation au niveau des échanges cellulaires entre le milieu extracellulaire et intracellulaire. Vous verrez tout à l'heure, voilà, je vais un petit peu détailler aussi comment se compose le milieu intracellulaire et extracellulaire. Là, brièvement, je vous ai mis un petit tableau. Vous voyez que le milieu extracellulaire, en fait, ça correspond au plasma, qui est dans votre sang, du coup, qui va être plus concentré en sodium. Alors, je vais assez revenir sur cette notion de sodium. Vous verrez tout à l'heure, quand on parle aussi d'hyperhydratation et de déshydratation, et le milieu intracellulaire qui, lui, est plus concentré en potassium. Ces électrolytes sont les principaux électrolytes de ce qu'on appelle l'osmose. L'osmose, qui est le transfert d'eau d'une solution diluée dite hypotonique, comme vous le voyez sur la droite, vers une solution concentrée qui va être appelée hypertonique. La solution d'état neutre, c'est la solution isotonique, c'est-à-dire les cellules ont un volume normal avec une quantité plutôt normale et les échanges se font de part et d'autre d'une membrane. Donc, si un milieu se retrouve trop concentré, c'est-à-dire qu'il y a trop d'éléments, on va aller du milieu le plus dilué vers ce milieu le plus concentré pour rétablir l'état de base. Donc, ce qui peut se passer, c'est que s'il y a fuite d'eau à l'extérieur, on se retrouve dans un milieu hypertonique. Donc, il va y avoir fuite d'eau à l'extérieur de la cellule avec vous voyez, des cellules à gauche sur le milieu hypertonique qui sont un petit peu toutes flétries. Et à l'inverse, si on se retrouve avec un milieu très dilué, pour redonner l'équilibre, il va y avoir gonflement d'eau et à ce moment-là, des cellules qui grossissent et il peut se produire dans ce cas-là une déshydratation intracellulaire. Donc, vous voyez ce que j'ai mis en bas. Si le milieu extracellulaire, c'est-à-dire votre plasma, va se concentrer beaucoup, par exemple, il peut se concentrer très fortement en sodium lorsqu'on consomme énormément de sodium, il va y avoir ce qu'on appelle une déshydratation intracellulaire, donc l'eau dans les cellules qui va venir à l'extérieur des cellules dans le plasma pour rétablir l'équilibre. À l'inverse, si ce milieu extracellulaire, donc le plasma, se retrouve très dilué, ça veut dire qu'on a beaucoup d'eau, mais très peu de sodium, par exemple. Ce qui peut se passer typiquement, quand on dit une hyponatrémie, les cellules, le milieu intracellulaire va se gonfler d'eau et il va y avoir une hyperhydratation intracellulaire. Retenez bien ces notions-là, c'est ce que je vous présenterai tout à l'heure sur notamment la boisson d'effort. Quand on parle des boissons isotoniques, hypotoniques et hypertoniques, vous comprendrez l'intérêt d'avoir un certain type de boisson qu'on appelle plutôt isotonique, voire hypotonique. Les besoins en eau, c'est 60% de notre corps, 42 litres pour un adulte de 70 kg, vous voyez que c'est assez énorme. Les 2/3 du volume d'eau corporelle, c'est plutôt le milieu intracellulaire, donc dans vos cellules directement, et 1/3 du volume d'eau, c'est au niveau extracellulaire, donc tout ce qui est plasma, système lymphatique, liquide interstitiel, etc., liquide cérébrospinal, voilà. Donc, ces liquides vont être associés à de nombreux oligoéléments, électrolytes, que vous pouvez souvent, je pense que dans le milieu sportif, vous entendez plus souvent parler d'électrolytes, qui vont permettre des réactions chimiques qui vont se dérouler à chaque seconde au sein de l'organisme. Le renouvellement est de 6% chaque jour. Il y a à peu près 2,5 litres qui sont nécessaires pour assurer un turnover permanent au niveau de l'organisme. Ce qui va être apporté au métabolique, qui va représenter à peu près 10% de ce renouvellement, l'eau de constitution des aliments, puis votre eau que vous allez apporter par la boisson. Voilà un petit peu ce que ça peut représenter.
Sur les pertes en eau quotidienne, alors là, je parle en dehors des situations d'entraînement. Il va y avoir déjà la diurèse. Donc, lorsque vous allez aux toilettes, vous allez faire pipi, on va avoir entre 1,3 et 1,5 litres par jour. Au niveau de vos selles, vous allez aussi avoir une perte en eau, la respiration, la transpiration. D'où l'importance d'avoir en permanence une entrée d'eau dans le corps qui va être forcément augmentée à la pratique sportive. Alors, en fonction de l'intensité, de la durée, en fonction du climat aussi, puisque voilà, effectivement, quand il y a un climat plutôt chaud, plus il fait chaud et surtout plus il fait humide, plus on va transpirer et on aura un besoin d'eau important. L'élévation de la température corporelle, notamment en cas d'infection, en cas de fièvre, etc., on va avoir un besoin accru d'eau. Faut simplement savoir qu'il y a besoin, par exemple, de 300 ml d'eau supplémentaire à chaque fois qu'on a 1 degré supérieur à la température corporelle. Donc, si on est à 38, il faut augmenter de 300 ml d'eau son apport d'eau au quotidien. Les besoins peuvent être aussi augmentés par la perte de liquide corporel. Donc, quand on a des diarrhées, des vomissements, en situation de brûlure, on a un besoin aussi accru d'eau. Et puis après, simplement, l'avancée dans l'âge, puisque les récepteurs internes de la déshydratation et de la sensation de soif vont s'altérer. Les personnes âgées sentent un petit peu moins le besoin de boire, sentent un petit peu moins la soif. Alors, au quotidien, l'idée, en dehors de toute activité, c'est d'être au moins 1,5 litre d'eau par jour. En plus, les aliments, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à peu près 0,8 litres, vont vous apporter aussi une hydratation. L'idée, c'est de boire régulièrement au cours de la journée. Et je dirais plutôt boire un petit peu moins au cours des repas, puisqu'il se passe une dilution des sucs digestifs, donc de vos enzymes digestives, pendant le repas. Donc, ça peut venir un peu perturber la digestion. Donc, souvent, je conseille de boire soit avant le repas, soit au cours de la matinée, au cours de l'après-midi, mais plutôt en dehors des repas. Après, s'il y a besoin d'1 ou 2 verres, c'est plutôt OK pendant le repas, mais sachez que ça peut provoquer un petit peu de troubles digestifs et de diluer les sucs digestifs. Ensuite, bien entendu, éviter tout ce qui est diurétique, principalement l'alcool qui va augmenter les besoins diurétiques. Donc, bien sûr, chez le sportif, de limiter au maximum pour limiter la déshydratation. En plus de ça, il y a un travail accru au niveau du rein qui va se faire avec une consommation d'alcool, donc à consommer bien entendu avec modération. Tout ce qui va être draineur, alors les draineurs, j'en parle, c'est souvent, ça a été mis en avant pour faciliter l'amincissement. Au risque de vous décevoir, on ne va pas perdre un seul gramme de graisse avec de tels produits. Par contre, on risque vraiment de se déshydrater. Le thé aussi, qui est un petit peu diurétique, donc on peut en consommer, mais attention si c'est de fortes quantités. On peut se dire 3 tasses par jour, c'est plutôt OK. Au-delà, c'est vrai que ça peut risquer de déshydrater un petit peu plus. Et puis pareil pour le café, s'il est consommé en très grande quantité, on dit environ 300 mg par jour, c'est en moyenne 2 à 3 tasses, où il peut y avoir un effet diurétique important à ce moment-là. Alors, ensuite, au niveau des eaux à privilégier, c'est vrai qu'on pose souvent la question. Sur tout ce qui est eau minéralisée, l'idée, c'est de choisir une eau plutôt faiblement minéralisée, à pH, qu'on va dire neutre plutôt, parce que l'eau alcaline, par exemple, donc à pH supérieur à 7, va réduire l'assimilation des minéraux. Donc, vous voyez là sur le tableau, faiblement minéralisé, ce que j'ai mis en vert, avec teneur en résidus à sec inférieure à 50 mg par litre. Donc ça, normalement, c'est écrit sur l'étiquette de la bouteille, vous pouvez le voir affiché. Donc vous pouvez ça peut vous donner des idées sur les eaux à choisir. À partir du moment où elles sont supérieures à 500 mg par litre, voilà, c'est pas une eau que je conseillerais. Idem sur des pH un petit peu trop différents de l'estomac, puisque ça peut générer ce qu'on appelle des complexes insolubles, notamment en présence de certains ions phosphates, de phytates aussi, qui sont présents dans certains aliments, qui vont être moyennement assimilés par l'organisme et qui peuvent provoquer justement un défaut d'assimilation d'autres minéraux. On sait par exemple qu'entre le calcium et le magnésium, quand on a un fort taux de calcium et un fort taux de magnésium qui sont assimilés au même moment, l'organisme va avoir du mal à assimiler ces minéraux au même moment. Donc, par exemple, si vous voulez consommer une eau qui va avoir des bénéfices un petit peu en magnésium, je vous conseille de choisir une eau qui va être que riche en magnésium, mais pas forcément en calcium en plus, puisque ça va gêner un petit peu
l'absorption et ça va interagir entre ces deux eaux. Alors l'eau de source, bien entendu, ce sera la moins traitée, mais c'est vrai qu'on en trouve un petit peu moins. Et puis après, sur l'eau du robinet, ça peut être une eau qui peut tout à fait se consommer. Aujourd'hui, de toute façon, il y a une réglementation au niveau de l'eau du robinet. C'est vrai qu'elle est traitée avec le chlore. Donc, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, c'est d'ouvrir votre eau et de laisser couler un petit peu avant de vous servir. Pour justement éviter cette présence de chlore. Après, pareil, j'ai investigué un peu sur tout ce qui est système de filtration. J'anticipe un peu les questions. Charbon, carafe, etc. C'est malheureusement cher et assez peu fiable sur les capacités de filtration que ça peut provoquer, en tout cas sur l'eau. Et puis, le dernier conseil que je peux vous donner, ça va être de limiter les eaux riches en sulfate, notamment, et en chlorure pour justement optimiser la balance acido-basique. Donc, tout ce qui est Courmayeur, Contrex, Rosanna, Épar, si vous êtes des gros consommateurs, je dirais de temps en temps, c'est OK. Par exemple, l'Épar ou la Rosanna sur l'apport en magnésium. Mais voilà, essayez de varier avec d'autres eaux régulièrement pour justement avoir une assimilation des minéraux plus intéressante que sur ces eaux-là en tout cas. Question aussi sur les eaux gazeuses. Pardon? Il y avait une question sur les eaux gazeuses, enfin les eaux pétillantes. Et quelle est la question du coup? Qu'est-ce qu'il en est des eaux pétillantes en fait? Du coup, ça va être la même chose hein, pour les eaux gazeuses. Il va falloir choisir des eaux faiblement minéralisées, plutôt les consommer effectivement plutôt en dehors des repas, idem que l'eau plate. Après, si c'est des eaux que vous tolérez bien, aucun souci pour consommer de l'eau gazeuse. Donc voilà, moi je dis en général d'éviter de consommer de l'eau gazeuse pendant le repas parce que clairement ça dilue encore plus les sucs digestifs et puis ça fait gonfler un petit peu l'estomac. Maintenant, si vous la supportez bien, il n'y a aucun souci pour consommer des eaux gazeuses. Vous verrez notamment sur la période de récupération, c'est intéressant d'avoir une eau gazeuse riche en bicarbonate comme les eaux Vichy, Saint-Thior ou voire la Badois encore, qui sont un peu plus riches en sodium. Donc voilà, simplement sur la consommation du quotidien, veillez aussi à la concentration de sodium présente dans les eaux, parce que certaines sont bien plus riches en sodium. Donc, voilà. En tout cas, l'eau gazeuse la moins riche en sodium va être la Salvetti, par rapport à la contenance du sodium. J'espère avoir répondu à la question. Alors, simplement, on va parler un petit peu des risques de déshydratation. Là, je vous ai présenté voilà, les besoins en eau, l'hydratation, mais qu'est-ce que peut être un risque de déshydratation, notamment en situation d'activité physique intense? Alors déjà, dans un premier temps, ça va être des troubles digestifs. On avait parlé la dernière fois de tout ce qui était ischémie, reperfusion à l'effort. Donc ça, c'est un phénomène qui se passe à chaque fois qu'on fait une activité, hein, puisqu'il y a une diminution de l'irrigation au niveau de la muqueuse. Mais la déshydratation va exacerber encore plus cette ischémie et fragiliser encore plus la muqueuse intestinale qui pourra être à l'origine d'une hyperperméabilité potentiellement à long terme si ce sont des situations qui sont répétées. D'où l'importance de boire pendant l'effort. Et on le verra tout à l'heure, de boire avec une boisson d'effort, avec des glucides, avec une certaine teneur en sodium, etc. Donc pas forcément boire que de l'eau, surtout si on est sur un effort intense et prolongé, bien entendu. Ça peut augmenter la déshydratation, tout ce qui est coup de chaleur, avec une baisse de vigilance et de la concentration. On verra un petit peu tout à l'heure aussi par ces 20% de performance en moins. On verra que ce n'est pas tout à fait le cas, puisque c'est des études qui avaient été faites en laboratoire et pas forcément en situation de compétition, donc pas toujours très très fiable. Malgré tout, on sait que quand il y a déshydratation, à partir de 3-4%, on est sur une diminution de l'endurance musculaire de 10% et de la force musculaire au moins de 2%. Donc, vous voyez, il y a une moindre capacité d'épuration de tous les déchets à travers le rein, parce qu'on a une concentration plus importante au niveau du sang, donc baisse d'évacuation derrière, avec une altération de tout ce qui est perfusion musculaire. Donc,
il y a une altération de la perfusion au niveau digestif, mais aussi au niveau musculaire, lorsqu'on est en situation de déshydratation. Un risque augmenté aussi de blessure, avec ce qu'on appelle une rhabdomyolyse, qui est une destruction des cellules musculaires qui peut engendrer une insuffisance rénale grave, notamment à l'effort. Ça peut engendrer une tachycardie, puisqu'on a une diminution du volume d'éjection systolique. Donc, on va tachycarder pour essayer de retrouver un volume plasmatique à l'équilibre. Et du coup, le cœur va battre un peu plus vite pour essayer de récompenser un petit peu cette situation-là. On peut aussi avoir une atteinte rénale lorsque la déshydratation arrive de manière avec la population sportive, soit une fréquence 5 fois plus élevée malgré tout que dans la population sédentaire. Donc, vous voyez que le sportif est quand même régulièrement confronté à des risques de déshydratation. Alors après, ce qui est important de savoir surtout, c'est à partir de quel seuil on peut considérer la déshydratation comme délétère. Parce qu'une situation de déshydratation moindre pourrait ne pas être néfaste, voire chez certains sportifs, présenter presque un avantage, notamment sur des efforts très court terme. Par contre, effectivement, à quel moment on peut se dire que la déshydratation devient délétère? Donc, surtout, quand on est dans une déshydratation aiguë, j'ai envie de dire, l'American College, donc c'est le collège américain de médecine de sport, il est assez clair. L'objectif en fait de prévention chez le sportif, c'est vraiment de limiter la déshydratation au-delà de 2% du poids corporel. C'est à peu près à ce seuil-là, à 1 à 2%, que va apparaître la soif, qu'on va sentir la soif. Ensuite, on voit qu'une déshydratation de 3 à 4%, il va y avoir fatigue, capacité intellectuelle dégradée. Là, on va être sur une déshydratation qui va commencer à être vraiment délétère au-delà des 4%. Voilà. Donc, on peut être une déshydratation inférieure à 2% qui ne va pas être forcément gênante. Par rapport à ça, vous voyez, j'ai mis une petite phrase en bas là, les marathoniens les plus rapides, certains ne boivent pas ou très peu, puisque ça les perturbe plus qu'autre chose, tant ils arrivent à effectuer la discipline rapidement sans forcément être perturbés par leur déshydratation. Pareil, j'anticipe des potentielles questions sur tout ce qui pourrait être crampes, puisque souvent on me dit, oui, la déshydratation peut causer des crampes. Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que la survenue de la crampe, elle est multifactorielle. Donc, il y a vraiment plein de choses qui peuvent agir dessus. Il n'y a pas que la déshydratation ou le manque de sodium. Et on s'est rendu compte, selon les dernières études, que la survenue de crampes était plutôt liée à un mécanisme neurologique altéré pendant un effort prolongé et répété, lié à de la fatigue, voire à un mauvais conditionnement à l'entraînement. Donc, une personne qui va se lancer sur un trail de 30 bornes alors qu'il s'entraîne une fois toutes les 3 semaines et ses muscles en fait sont pas préparés, va être forcément plus à risque de crampes qu'un sportif et qu'un athlète bien plus entraîné. Donc voilà, c'est pas forcément lié qu'à une déshydratation, un manque de sodium ou un déséquilibre électrolytique. C'est pour ça aussi que je dis aux sportifs qui me posent souvent la question, quid des électrolytes à l'effort? Sincèrement, il y a peu de nécessité d'avoir des électrolytes dans son bidon quand on fait un effort d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Le risque de manque de sodium, il est faible, surtout si on consomme une boisson d'effort qui normalement est toujours bien concentrée en sodium. On aurait un risque plus important de surconsommer du sodium avec un apport d'électrolytes plutôt que de ne pas en prendre finalement et surtout de dépenser beaucoup d'argent pour ce type de produits qui ne sont pas forcément utiles dans les différentes disciplines sportives. Ça va déjà façon d'effort avant compète. Clairement, j'aime bien dire, on n'apprend pas à naviguer en pleine tempête. Donc, on ne teste pas une nouvelle boisson d'effort le jour d'une compétition juste parce qu'on nous en a parlé. Donc, en amont des compétitions, ce qui peut être bien, c'est surtout si, par exemple, vous partez soit sur un triathlon, soit sur un trail, une compétition longue, où il va y avoir des ravitaillements, de vous informer sur les produits utilisés, pouvoir tester les choses un petit peu avant à l'effort.
Et puis sinon, emportez vos produits à vous pour justement éviter d'être embêté le jour de l'effort. Apprendre à boire pendant votre effort, ça s'apprend pendant l'entraînement, hein, c'est pas quelque chose qu'on sait de manière innée. C'est vraiment important d'avoir toute une stratégie en amont et d'apprendre à faire les choses. Et puis de débuter son effort sans sensation de soif. On a vu tout à l'heure qu'à partir de 2% de déshydratation, on commence à avoir la sensation de soif. Donc l'idée, c'est de boire un tout petit peu avant que cette sensation de soif arrive. Et puis d'éviter au maximum tout ce qui va être diurétique, comme on l'a vu tout à l'heure, l'alcool, le thé, au minimum au cours des 3 heures avant l'effort. Donc par exemple, si vous êtes sur un petit déjeuner 3 heures avant votre effort, voilà, on n'est pas dans la nécessité de consommer du thé en grande quantité, voire du café, qui peuvent être un petit peu diurétiques. Alors après, il y a toujours l'histoire du café sur les efforts d'endurance, donc la caféine qui peut être intéressante. Voilà, néanmoins, c'est sur des petites tasses, on ne va pas être sur une grosse consommation de café parce qu'on sait que ça peut favoriser la déshydratation. Et puis ensuite, le conseil que je peux donner, ça va être de boire dès le début de l'effort, en fonction à peu près de sa sensation de soif, avec une boisson d'effort qui va être dosée et adaptée à l'effort effectué. On va le voir tout à l'heure sur le dosage et sur l'adaptation par rapport à votre effort. Sur les dernières études, en tout cas, boire selon sa soif, ça va représenter la solution optimale pour limiter au maximum les risques d'hyperhydratation et justement pour maintenir un état d'hydratation adapté, voire augmenter les performances. Ça a été fait sur une étude cycliste de environ 80 km. Alors voilà pour la présentation de la boisson d'effort. Ça, c'est tout sport confondu. Votre boisson d'effort, voilà un petit peu comment elle se compose. On parlait tout à l'heure de la boisson isotonique. Celle-ci, elle va avoir la même concentration que votre sang, donc avec une pression osmotique environ de 60 grammes par litre. Hein. Il va y avoir une facilité d'absorption assez importante. Et idem pour la boisson légèrement hypotonique qui va favoriser une assimilation des glucides et des minéraux. Donc, si vous êtes un petit peu moins que 60 grammes par litre, c'est presque plus intéressant. L'idée, c'est qu'elle soit composée dans un premier temps de glucides, avec bien sûr un dosage adapté, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut aller de 40 à 120 grammes de glucides par heure en fonction de la durée. Je crois que vous avez dit la dernière fois, par exemple, sur les épreuves cyclistes comme le Tour de France, là, ils étaient à 120 grammes de glucides par heure. Alors, pas forcément que dans la boisson d'effort, mais dans l'apport complémenté entre la boisson d'effort, les bars, les gels, les compotes de l'effort, etc. Donc, l'idée, c'était d'avoir à peu près 120 grammes de glucides par heure en fonction de la durée, de l'intensité, etc. Sur les glucides, le mieux, c'est d'avoir une assimilation progressive de ces glucides. Alors, d'avoir des maltodextrines à faible dextrose équivalent, mélangés à du fructose. On dit souvent le ratio glucose-fructose est 2 pour 1, donc 2 glucose, 1 fructose. C'est là qu'on sait qu'on va avoir une assimilation très intéressante des glucides. L'idée, c'est de ne pas dépasser 30 grammes par litre de fructose. Donc, ne sortez pas sur des très longues distances avec juste une bouteille d'eau et du sirop ou moitié jus, moitié eau pendant 2-3 heures d'effort. Voilà. On sait que le fructose va être pas hyper bien assimilé et que c'est mieux d'avoir un combiné. En général, les boissons de l'effort, là, les dernières boissons de l'effort qui sortent, elles sont toujours bien composées en glucides. Si vous regardez un peu les étiquettes, il y a toujours écrit maltodextrine, glucose, dextrose, etc. Vous verrez qu'il y a différents types de glucides. Donc, c'est toujours plutôt intéressant d'avoir toutes ces sources-là. La boisson d'effort, elle est donc de baisse de taux de sodium dans le plasma, entre 460 à 1150 mg par litre. Alors, faites juste attention. Des fois, sur l'étiquette, vous pouvez retrouver sodium, mais aussi sel. Donc, il faut faire le combiné des deux. Sachez qu'un gramme de sel, c'est 400 mg de sodium. Donc, si vous voyez les deux, il faut bien faire le ratio et ajouter les deux pour savoir quelle quantité vous avez de sodium dans votre boisson. Ensuite, ça va être un apport de minéraux. De toute façon, tous ces minéraux-là sont obligatoires aujourd'hui, notamment les minéraux comme potassium, magnésium, zinc dans les boissons d'effort. La vitamine B1 aussi, puisqu'elle favorise l'assimilation du glucose. Et puis après, on peut avoir une présence de protéines, notamment BCA, plus ou moins importante. Alors, sur les efforts courte durée, pas de nécessité d'avoir des protéines à l'intérieur. Par contre, sur des efforts longue durée,
J'ai tendance à dire sur des efforts supérieurs à 3 à 4 heures d'effort, ça peut être intéressant d'avoir un apport de protéines dans votre boisson d'effort pour justement limiter ce qu'on appelle la fatigue centrale et puis permettre de préserver l'intégrité de votre tissu musculaire pendant l'effort. Alors voilà, je vous ai fait juste un petit récap de la boisson d'effort idéale. On parle souvent de grammes par litre, mais l'idée, c'est que sur une boisson d'effort, on soit à 500 voire 600 millilitres par heure d'effort. Ça, c'est à peu près les repères qu'il faudrait avoir. Donc, en général, les dosettes qu'on vous conseille sur votre boisson d'effort, c'est à peu près adapté sur une boisson à 500 millilitres. Donc, voilà un petit peu comment elle peut se composer, votre boisson d'effort. L'idée, dans un second temps, c'est d'adapter cette boisson à tout ce qui est conditions climatiques. Donc, plus il va faire chaud, plus il va falloir diminuer les glucides. Donc, sur des températures au-delà de 15 degrés, on est plutôt à 20-40 grammes de glucides dans votre boisson par litre. Et si on est sur des températures inférieures à 10 degrés, on peut augmenter à 40-60 grammes par litre. Et puis, s'il y a un effort qui dure au-delà de 3 heures, on peut même monter à 70-90 grammes par litre d'effort. Donc voilà, là, il fait froid en ce moment. On a plutôt tendance à mettre une demi-dosette, voire une dosette supplémentaire que par rapport à ce qui est conseillé sur l'étiquette. Et puis l'été, où on va diminuer un petit peu, et puis alterner entre un bidon d'eau, puis un peu de boisson d'effort aussi. Alors, on a parlé des hydratations. Il y avait une petite question sur la boisson d'effort. Est-ce que le miel, c'est intéressant à mettre dans une boisson d'effort? Alors, ce que je disais tout à l'heure, en fait, se pose le problème de l'assimilation du fructose. Le miel sera très très riche en fructose et peut provoquer des troubles digestifs. Il faut savoir en fait que le fructose, au niveau de la barrière intestinale, il n'est pas absorbé avec les mêmes transporteurs ni de la même façon que le glucose. Le glucose, il est toujours absorbé avec des molécules de sodium, transportées avec certains, ce qu'on appelle des glutes, les glutes 2 notamment. Donc, il va rentrer avec la pompe ATP, Na+, K+, ATPase, pardon. Il va être assimilé de cette manière-là, de manière plutôt lente, alors que le fructose, il va passer directement via les glutes, ce qu'on appelle les glutes 5, sans transport de sodium. Donc ça peut augmenter potentiellement un risque d'hyponatrémie, plus un risque de troubles digestifs. Donc le miel, moi, c'est pas forcément un truc que je conseillerais dans une boisson d'effort. Ok, merci. Alors, on a parlé surtout des hydratations. Par contre, j'ai quand même un petit point à aborder, c'est risque d'hyperhydratation, puisqu'on est tellement focus sur des efforts très longue durée supérieurs à 4 heures. Je ne sais pas si vous êtes concerné par ce type d'effort, néanmoins, j'ai quand même envie d'aborder la question, parce qu'il faut faire attention de ne pas se surhydrater. C'est pour ça que quand je conseillais tout à l'heure de dire, effectivement, boire selon ses sensations de soif peut être déjà un bon indicateur pour éviter tout ce qui est hyperhydratation. Dans un premier temps, ça va favoriser tout ce qui est travail rénal, ça va diluer les sucs digestifs, augmenter tout ce qui est rétention hydrique, et voire favoriser les œdèmes. Donc, un risque très, très important. Et puis, bien sûr, favoriser le risque d'hyponatrémie. Donc, on va apporter trop d'eau par rapport à la quantité de sodium qui va être présente. Le sodium va diminuer, les reins ne vont pas avoir le temps d'évacuer les liquides via les urines pendant l'activité et de réabsorber tout ce qui est sodium. Il peut y avoir un risque très important qui peut mener jusqu'au décès. Et c'est ce qui est arrivé là en 2014. Une étude, enfin pas une étude, un article était paru puisqu'il y avait le décès d'un footballeur qui avait bu 18 litres pendant un match parce que lui, il voulait éviter les crampes. Donc bon, c'est une petite histoire, triste histoire malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a quand même un risque quand on est sur un effort prolongé d'hyperhydratation. Donc voilà, veillez à ne pas vous surhydrater non plus pendant l'effort, justement pour se dire qu'on évite les crampes ou voilà, des choses comme ça. Alors, pour les stratégies d'hydratation, voilà déjà dans un premier temps ce que je peux proposer. Est-ce que mes apports hydriques à l'effort sont-ils corrects après l'entraînement? Alors, se poser directement à la fin de l'entraînement avant d'avoir bu, pour voir déjà est-ce que mon poids avant l'entraînement il est inférieur à celui après. Ça veut dire que j'ai bu plus que je n'ai transpiré. Et si mon poids avant est supérieur à mon poids après, j'ai bu moins que ce que j'ai transpiré et je peux avoir un déficit hydrique.
L'idée, l'objectif dans tout ça, c'est de ne pas perdre plus de 2% de son poids de corps grâce au volume d'eau qu'on aura consommé à l'entraînement. Essayer de faire cette stratégie-là plusieurs fois en fonction, en gardant, on va dire, les mêmes conditions, température, humidité, altitude, etc., pour vraiment pouvoir déterminer le volume à boire sur les situations. Là, je vous ai mis vraiment en pratique ce qui serait bien de faire. Moi, je vous conseille de le faire au moins 3 fois sur 3 séances. Comme je vous l'ai dit, en gardant à peu près les mêmes conditions climatiques si on le peut. Donc, l'idée, c'est de se peser en sous-vêtements. Avant, après l'effort, on ne boit pas. Ensuite, on ajoute la quantité de liquide qu'on a bu au cours de l'effort. On déduit le volume d'urine, surtout si on a fait pipi pendant l'effort, voir si on a fait pipi directement à la fin de l'effort. Et ensuite, ça nous permet de calculer la perte horaire en moyenne. L'exemple tout basique, parce que là, il y a des X, des 2, ça peut être pas très compréhensible. Regardez simplement l'exemple. Je pèse 65 kg avant mon entraînement. Après mon effort, je pèse 64 kg. Mon effort a duré à peu près 2 heures. J'ai une déshydratation théorique d'environ 1 litre. Si on veut parler en millilitres, parce que souvent on parle en millilitres pendant l'effort, j'ai une déshydratation. J'ai perdu 1000 millilitres. Par contre, j'ai bu pendant mon effort 500 millilitres et j'ai uriné 200 millilitres. Donc, j'ai une perte totale de 1000 millilitres plus 500 moins 200, de 1300 millilitres. Ça veut dire que pour 1 heure à peu près, j'aurais besoin de 650 millilitres d'eau, enfin de boisson d'effort. Voilà, ça permet d'évaluer un petit peu sa stratégie d'hydratation. Prenez le temps de vous poser là-dessus, vous aurez le diapo pour tester tout ça, mettre à plat tout ça en fonction du poids de corps, etc. Là, c'est normal si tout n'est pas assimilé d'un coup, mais voilà, prenez le temps de tester ça, c'est vraiment important, surtout si vous êtes sur des efforts de longue durée. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la stratégie d'hydratation. Ok, du coup, on va passer sur tout ce qui était semaine de compétition pour voir comment on se prépare sur une semaine de compétition en fonction des disciplines, en fonction des durées d'effort, de l'intensité aussi. Vous verrez que l'apport glucidique ne sera pas le même. Alors, tout d'abord, quels sont les facteurs qui peuvent perturber le confort digestif à l'effort? On l'avait un petit peu vu la dernière fois, mais je fais un bref rappel dessus. On a tout d'abord une diminution de l'irrigation sanguine, donc ce phénomène d'ischémie-reperfusion. Les organes digestifs ont moins d'afflux sanguin au profit des muscles. Cette diminution peut atteindre 45% de l'irrigation au repos sur un effort inférieur à 60% de la VO2 max et peut augmenter encore plus, voire doubler presque sur un effort submaximal. À l'arrêt de l'effort, on va avoir une reperfusion, une réirrigation des organes digestifs, ce qui peut provoquer une altération de la muqueuse. Et si cette situation se répète dans le temps, favorise l'hyperperméabilité et un afflux de stress oxydatif très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coureurs à pied sont bien plus souvent touchés par tout ça que les cyclistes, par rapport aussi au choc au sol, sur ce phénomène de perturbation de la muqueuse. Que les entérocytes, donc nos cellules intestinales, ne sont pas justement adaptées à ce stress important. Et puis, c'est la répétition des entraînements qui va engendrer la fragilisation accrue des cellules intestinales. On va avoir une altération de petites jonctions entre les entérocytes qui va justement faire que l'intestin devient un petit peu une passoire. Donc, retenez simplement que l'intestin, contrairement aux muscles ou aux autres tissus, n'est pas un organe qui va s'adapter à l'effort. Donc, ce n'est pas parce qu'on est un athlète très entraîné qu'on va avoir des intestins plus entraînés. Malheureusement, c'est plutôt le contraire. On peut avoir des intestins qui ressemblent un peu plus à des passoires lorsqu'on est un athlète un peu plus entraîné. Il y a d'autres facteurs qui peuvent être responsables aussi de ces troubles digestifs. Là, je vous l'ai dit, l'effet mécanique de la foulée, donc les coureurs à pied qui sont plus touchés. Les femmes aussi qui sont plus touchées que les hommes, malheureusement. S'il y a une pathologie digestive sous-jacente, la prise de médicaments, alors tout ce qui est anti-inflammatoire, etc., ça favorise les troubles digestifs à l'effort. L'altitude aussi qui peut perturber tout ce qui est motilité digestive et qui va fragiliser la muqueuse intestinale et un petit peu appauvrir le microbiote. Dès qu'on est dans un climat chaud, qui va être responsable de ces troubles digestifs un peu plus importants,
plus l'effort sera intense aussi, plus on peut avoir de troubles digestifs. Le stress, donc le stress avant compétition, pendant la compétition. Lorsqu'on ne mastique pas suffisamment ces aliments, donc j'ai souvent des jeunes sportifs qui me disent qu'après un entraînement, ils ont tendance à gober leur assiette. Donc ça aussi, ça favorise la présence de troubles digestifs. Alors là, ce serait en dehors de l'effort, mais malgré tout, si ces situations se répètent, ça va fragiliser la muqueuse et provoquer des troubles digestifs à l'effort. Si on ne respecte pas un délai suffisant entre son dernier repas et le départ, donc en général, on dit 3 heures minimum. Donc si vous partez, vous savez que vous démarrez à midi, ce serait bien d'avoir fini votre repas vers 9 heures, surtout si c'est un repas conséquent. Je détaillerai des situations un petit peu différentes tout à l'heure lorsqu'on n'a pas le choix de prendre par exemple un petit déjeuner à 1 heure, voire 2 heures avant son départ. Je détaillerai un petit peu les choses tout à l'heure. Et puis la déshydratation, comme on l'a vu précédemment, qui peut provoquer une ischémie intestinale et des troubles digestifs. Alors, les erreurs à éviter sur la semaine d'avant-compétition, déjà, c'est de favoriser des situations provoquant des troubles digestifs, mais ce serait aussi de se gaver de glucides avant la course, simplement veille de course, la pasta partie, etc. Ça, on oublie. Hein. On essaye de faire un apport de glucides tout au long de la semaine, de J-7, avant votre course. L'erreur à éviter, ce serait aussi d'oublier d'optimiser son statut en micronutriments, tout ce qui est magnésium, fer, zinc, vitamines qui sont particulièrement importantes avant votre compétition. Comme on l'a vu tout à l'heure, de ne pas tester sa stratégie nutritionnelle. Donc, on l'a vu sur la stratégie d'hydratation, mais c'est pareil pour votre alimentation. N'essayez pas de tester le dernier repas qui vous fait peut-être envie, mais que vous n'avez jamais testé veille de compétition et que finalement, vous auriez du mal à digérer. Pareil, si vous testez des produits diététiques, etc., clairement, vous n'iriez pas courir avec de nouvelles chaussures le jour d'une compétition. Donc là, c'est pareil pour l'alimentation. On n'essaye pas de nouvelles choses jour de compétition, voire veille de compétition. Faudrait éviter aussi de s'affûter trop la semaine d'avant compétition en supprimant les graisses. Alors, s'affûter, oui, mais garder quand même les graisses essentielles. La dernière fois, j'avais abordé la question des acides gras qu'on appelle monoinsaturés et polyinsaturés, notamment à travers tout ce qui est poisson gras, les bonnes huiles, etc. Tout ça, c'est important de conserver la semaine avant compétition aussi, puisqu'ils favorisent l'apport en oméga 3 qui sont riches, donc riches en oméga 3, mais qui ont des vertus anti-inflammatoires. Qui agissent justement sur un état plutôt apaisant, par exemple d'après-entraînement, etc. Évitez de consommer un déjeuner trop copieux avant la course parce que vous avez peur d'avoir faim. Là aussi, vous risquez d'augmenter le trouble digestif. De commencer à boire ou manger trop tardivement et puis d'oublier surtout la notion de plaisir parce que malgré tout, même si on se prépare pour une compétition, c'est important de garder en tête que l'alimentation fait aussi partie du côté plaisir. Alors voilà, typiquement, pour vous présenter la préparation d'une semaine avant compétition. Donc, quand on est sur des sports d'endurance supérieurs à peu près à 4 heures d'effort, on va rentrer dans une phase qu'on appelle le régime dissocié. À l'époque, on parlait de régime dissocié scandinave. Là, on est plus sur simplement un régime dissocié. Voilà ce qu'on peut proposer. À partir à peu près d'une semaine avant la course, si la course est le samedi, de samedi à lundi, par exemple, c'est une phase qui va permettre d'épuiser les réserves en glycogène tout en maintenant quand même des apports caloriques suffisants pour conserver un état de santé optimal. On l'avait vu aussi la dernière fois, on sait que l'entraînement à haute dose, même chez des sujets entraînés, peut augmenter la fragilité immunitaire, donc le fait de tomber plus facilement malade. Donc c'est important malgré tout de garder des apports caloriques suffisants pour justement limiter les risques immunitaires, les risques de tomber malade. Donc, il y a 2 possibilités pour cette phase-là, ces deux, de J7 à J-5. Soit on réduit d'un tiers la portion de féculents à chaque repas. Par exemple, au petit déjeuner, je réduis d'un tiers. Je vais réduire d'un tiers le pain que je consomme. Le midi, je vais réduire un petit peu ma portion de pâtes. Idem pour le soir. Et augmenter un petit peu ma consommation de fruits et de légumes pour justement favoriser l'apport de vitamines, de minéraux essentiels. Ou alors, je peux supprimer totalement mes féculents à l'un de mes repas, idéalement le midi, et faire un repas, par exemple, avec du poulet et des haricots verts, sans forcément avoir des féculents dans mon assiette en plus, comme des pâtes, du quinoa, de la semoule, etc. Et de rester vraiment sur un apport
protéines et légumes, voire aussi rajouter quelques crudités avec les bonnes huiles dont on parlait tout à l'heure, rajouter un petit peu d'avocat aussi pour l'apport en acides gras. Mais voilà, donc il y a ces deux stratégies-là pour cette phase de J7 à J-5. L'idée, c'est de terminer cette phase par un entraînement plutôt dédié à la VMA qui ne va pas excéder 60 minutes, au risque de commencer à taper un petit peu dans la masse musculaire, un petit peu comme le ferait un entraînement à jeun, quand on n'a pas consommé de repas. En général, on se dit, bon, 45 minutes à 60 minutes, c'est plutôt OK. On va favoriser l'adaptation au niveau des métabolismes. Par contre, si on excède les 60 minutes, on risque de mettre en route un petit peu d'autres filières énergétiques avec un risque de protéolyse un peu plus important. Pour la phase 2, donc on arrive à J-5. Ça, c'est une journée de transition qui va être particulièrement importante. On aura épuisé un petit peu les stocks de glycogène, les stocks de glycogène qui se font dans le foie, dans le muscle, on l'avait vu la dernière fois aussi, qui sont importants. Là, l'idée, c'est de les avoir un petit peu épuisés pour que l'organisme soit très enclin à les reconstituer de manière encore plus immédiate et encore plus importante. Donc, c'est important de respecter ce timing pour justement surcompenser le stock de glycogène sans pour autant se gaver de glucides justement à partir de J-5 et se faire des grosses plâtrées de pâtes. Donc, en pratique, voilà ce que je vous ai mis. Consommer régulièrement des glucides pendant les 4 à 6 heures suivant le dernier entraînement de J-5. Donc, tout à l'heure, on a dit J-7 à J-5 du samedi à lundi. La journée du coup du lundi, ce serait bien à ce moment-là de consommer après votre dernier entraînement 1 à 1,2 g par kilogramme par heure de glucides pendant à peu près 4 à 6 heures sur cette fenêtre-là, ce qui pourrait représenter 70 g de glucides par heure pour un sportif de 70 kg environ. Et ça, vous voyez, ça représente une grosse tranche de pain, plus un peu de miel, par exemple, plus une banane. Et ça, pendant 4 à 6 heures. Après, vous pouvez le faire de manière un peu différente, mais en tout cas, pour favoriser la recharge glucidique et le stockage, c'est important d'avoir cette fenêtre-là. On peut l'associer à un apport de protéines riche en BCA, donc ça va être plutôt des œufs, du poulet, voire un produit laitier. Il y a une petite coquille, je vois là, produit laitier, qui favorise en fait la sécrétion d'insuline. Alors, les produits laitiers ont un index qu'on appelle insulinique fort, donc ils font sécréter beaucoup d'insuline, ce qui va permettre de reconstituer les stocks glycogéniques de manière assez importante. D'où le côté intéressant en fait des produits laitiers à ce moment-là. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de boire un peu de boisson de récupération le plus tôt possible après votre effort et de nouveau un petit peu avant le coucher. Vous pouvez grignoter dès la fin de l'effort deux fruits, des fruits secs, pâtes de fruits, etc. Alors, voire des biscuits diététiques. En fonction de la sensibilité des personnes, on peut éviter le gluten. Alors après, c'est pas chez tout le monde, mais chez les personnes les plus sensibles, on peut justement limiter la consommation de ce type de produits-là. Et puis limiter aussi les apports en protéines animales, surtout si vous êtes sur un repas du soir ce jour-là, et de privilégier plutôt des produits végétaux. Alors, je vous ai mis un petit exemple de repas. Par exemple, typiquement, vous êtes sur votre J-5, vous avez envie d'optimiser les stocks glycogéniques, vous consommez une petite entrée à base de légumes ou de produits céréaliers, voire les deux. Alors, par exemple, crudité plus du quinoa, donc ça, petite salade de quinoa, un taboulé ou quelque chose comme ça sur une entrée. Ensuite, en plat, être plutôt des légumes pour le côté des minéraux, dont je vous parlais tout à l'heure, et des bonnes vitamines. Pour ce qu'on appelle les produits amylacés, donc riz, quinoa, millet, pommes de terre, pâtes, voilà, un petit peu varier les plaisirs en fonction de ce que vous aimez. Et aussi en fonction de votre tolérance, vous pouvez ajouter des légumineuses, donc lentilles, pois cassés, pois chiches. Pareil, petit rappel qu'on avait vu la dernière fois, quand vous associez pour avoir une bonne assimilation de votre protéine végétale, c'est bien d'associer les féculents plus les légumineuses. Donc, par exemple, se faire un plat riz plus lentilles, pâtes plus pois chiches, ça peut paraître bizarre, mais ça s'associe bien et vous rajoutez des légumes et du coup, vous avez une protéine végétale qui est plutôt bien assimilée avec des acides aminés reconstitués de manière complète. Vous pouvez aussi penser à tout ce qui est végétal, le tofu, alors j'ai mis steak, mais c'était steak végétaux. Alors attention par contre après à la composition, il y a souvent des conservateurs
conservateur dans ce type de produit. Donc, vous devez quand même avoir le produit le plus brut possible, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire vos steaks de lentilles vous-même. Ce que j'aime bien faire aussi. Donc, ça peut être une solution. Après, j'ai rajouté pour le glucidique une tranche de pain. Également au levain, c'est du pain fermenté qui est pour le mieux. Pain dessert, soit plus un produit laitier. Pareil, avant la course, ce serait mieux d'être tourné cher, voir des vidéos pour lier ou qu'on pourra. Je crois que ici, il y a un problème de connexion, c'est pour ça que le son passait pas bien. On va la laisser revenir. Ah, c'est pas le son qui est HS, c'est carrément la connexion. Désolée, j'espère que vous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Tu es revenu, c'est bon. Ouais, je suis vraiment désolée. Ça a C'est la ralenti un petit connexion moment qui et est. après ça a coupé. Ouais, je sais pas du coup où vous en étiez. Ça a Je sais pas ce que coupé. vous avez entendu du coup, Yannick. Ça a coupé. Attends, comment ça a coupé quand on était à repas de récupération, oui, c'est ça. D'accord. Ouais, donc là, ça vous l'avez vu? Ouais. Ouais, Ouais. oui, Ok. ça on a vu. Super. Donc, Donc là, je poursuivais dans cette semaine avant compétition sur des efforts longue distance et longue durée au-delà de 4 heures. Sur la phase de J-4 à J-2, l'objectif, ça va être de terminer la mise en réserve d'énergie sous forme de glycogène, donc refaire vos stocks au niveau du foie et au niveau des muscles pour que ça puisse être utilisé à l'effort, mais aussi d'optimiser votre confort digestif en vue de l'épreuve. Donc, vous êtes principalement sur des efforts course à pied, avec des risques de troubles digestifs augmentés par rapport à d'autres épreuves, comme on l'a vu tout à l'heure, des épreuves cyclistes ou autre chose. Donc, vous pouvez augmenter les apports de féculents d'environ 1/3 à chaque repas, sans forcément aller dans l'excès et dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans la pasta partie, de veille d'effort, etc. L'idée, c'est vraiment d'augmenter petit à petit ces apports de féculents. Au moment du petit déjeuner, au moment du repas du midi, vous rajoutez un petit peu 1/3 par rapport à ce que vous auriez consommé, en maintenant toujours un apport optimal de graisse, notamment d'acides gras polyinsaturés avec les huiles de qualité, tout ce qui est huile de colza, huile de lin, huile de noix, un apport de protéines et un apport de végétaux aussi encore important. Je vous présente tout à l'heure un petit peu quels sont les aliments qui permettent d'optimiser le confort digestif. Je vous ai fait un tableau, on le détaillera juste tout à l'heure. Et puis, à partir de J-2 jusqu'au jour J, ce qui va être très intéressant et très important, c'est vraiment d'éviter tous ces aliments qui peuvent être impliqués dans la survenue de troubles digestifs. Et ensuite, J-1, l'idée, c'est d'avoir l'alimentation traditionnelle, ce que vous aimez, ce que vous avez l'habitude de consommer et qui passe bien, toujours en maintenant une consommation de glucides à peu près habituelle et en optimisant ce confort digestif. Voilà sur les épreuves supérieures à 4 heures. Donc d'ultra-endurance, notamment les ultra-trails, toutes ces choses-là. Ensuite, quand on est sur des efforts inférieurs à 4 heures, comme un semi-marathon, un effort trail, à peu près voilà, entre 20 à 30 bornes,
on peut être dans ces situations-là. L'idée, c'est de reprendre la même chose que ce que je vous ai présenté, mais de démarrer KJ-4. On n'est pas obligé de faire une période où on va vider les stocks glycogéniques, on va épuiser les stocks pour favoriser le restockage. On peut démarrer KJ-4. Donc, par exemple, à partir du mardi au jeudi pour une course le samedi, en augmentant un petit peu les apports de féculents d'un tiers à chaque repas. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Idem pour J-2 et idem pour J-1. Favoriser l'apport de glucides et optimiser le confort digestif. Et puis après, pour les efforts courts, de moins d'1 heure, donc inférieurs à 10 bornes, voire sur des efforts de sprint, etc., on peut simplement démarrer à J-2. Donc, on démarre le jeudi pour une course le samedi, par exemple. Les 2 points de vigilance à respecter vont être d'optimiser le confort digestif, la vigilance sur les apports glucidiques, qu'on peut commencer un tiers en plus à chaque repas. Typiquement, à partir du jeudi midi ou du jeudi soir, vous augmentez votre quantité de riz dans l'assiette, vous augmentez la quantité de pâtes, voire vous apportez un petit dessert un peu plus riche en glucides. Vous pouvez, là, à ce moment-là, le miel, on parlait du miel tout à l'heure, vous pouvez très bien rajouter une petite cuillère à café de miel dans votre fromage blanc en plus, rajouter une petite compote, voilà, rajouter un petit peu de source glucidique sur ces 2 jours avant compétition. Alors, pour les aliments à éviter, donc pour favoriser votre confort digestif à J-2, voici déjà de manière générale les aliments à éviter. Ça va être tout ce qui est riche en fibres, tout ce qui est produits céréaliers complets, donc pâtes complètes, riz complet, etc. Ce sont des produits qui sont très riches en fibres, qui vont être forcément un peu plus irritants sur tout ce qui est muqueuse intestinale, donc potentiellement provoquer des troubles digestifs. Donc tout ce qu'on pourrait consommer et surtout conseiller en dehors de l'effort, c'est-à-dire au quotidien chez le sportif, là on inverse un peu les choses. On dit plutôt qu'il faudrait limiter ce type d'aliments et favoriser des produits comme des pâtes blanches, du riz blanc, qui va être bien plus digeste et moins riche en fibres et qui va être plus intéressant dans ces périodes-là. Limiter aussi tout ce qui est légumineuse, pois chiches, pois cassés, etc. Limiter les légumes qui sont choux, poivrons, oignons, ail, tomates, etc., qui peuvent aussi provoquer des troubles digestifs. Limiter au maximum toutes les graisses cuites, donc friture, les viandes, notamment la viande rouge, mais aussi les viandes qu'on va cuire dans le beurre, par exemple, des choses comme ça, à limiter fortement. Pour les plus sensibles, je conseillerais de limiter tous les produits laitiers à base de lait de vache. Donc, vous tournez vers des produits à base de brebis, voire de chèvre. De limiter certaines épices, comme ce qui est piment, vinaigre, qui peuvent aussi favoriser des troubles digestifs. Et puis ensuite, si on veut même aller plus loin pour les plus sensibles, privilégier plutôt la consommation de fruits et légumes tendres. Donc, vous pouvez les cuire à la vapeur, par exemple. Une courgette cuite vapeur qu'on aura épluchée et pépinée. Les carottes aussi, ça passe bien. Les haricots, en général, ça, c'est 3 légumes qui passent plutôt bien. Et de limiter aussi le gluten. Donc, simplement, ça, c'est le tableau que je vous ai mis. Là, il est, je vous l'accorde, un peu imbuvable, mais je voulais vous mettre toutes les informations et surtout, comme je sais que vous aurez le diapo, vous pourrez reprendre. Simplement, vous voyez que j'ai classé par groupe d'aliments. Donc, en vert, tout ce qui va être plutôt conseillé à partir de J-2 avant l'épreuve, et en rouge, tout ce qui va être déconseillé. Donc, au début, vous avez les produits laitiers, ensuite, tout ce qu'on appelle le VPO, viande, œufs, poisson, ce qui est à limiter, à favoriser. Tout ce qui est produits céréaliers, comme on l'a vu, idéalement, ce serait de favoriser tout ce qui est sans gluten. Après, voilà, si les pâtes, vous aimez ça, que ça passe bien, il n'y a aucun souci à en consommer avant l'effort. Mais voilà, ça, c'est vraiment pour aller plus loin dans l'organisation de votre semaine avant compétition. Après, tout ce qui est en fruits, légumes oléagineux, donc tout ce qui va être fruits et légumes cuits et qui ne sont pas spécifiés dans la colonne de droite sont potentiellement à consommer. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être surtout courgettes, carottes, haricots. Ça va être difficile d'en trouver d'autres puisque tous les autres sont vraiment bien plus riches en fibres et plus irritants. Puis voilà, après vous avez les lignes des produits sucrés, pâtisseries à favoriser, à limiter, tout ce qui est matières grasses, je vous l'ai dit, les matières grasses cuites à limiter au maximum. Et puis sur les condiments, attention, puisque certains condiments peuvent être aussi assez agressifs. Et pareil sur les boissons, là vous voyez, j'ai mis boissons gazeuses peut-être un petit peu à limiter avant la semaine, avant les 2 jours avant compétition, parce que ça peut être aussi un peu plus irritant.
Et bien entendu, l'alcool, etc., le café qui peut être diurétique. Alors, je vous ai mis un exemple de dîner un petit peu de veille de compétition. Donc, par exemple, le vendredi soir pour une compète le samedi. Donc, avec des produits amylacés, idéalement sans gluten, en quantité habituelle, pas forcément se surcharger non plus de glucides. Alors, ce que je peux vous proposer, riz, quinoa, miel, sarrasin, ça, ce seront tous des produits céréaliers qui sont sans gluten. Il ne devrait pas y avoir de soucis sur la digestion. Les légumes, ceux que je vous ai cités, effectivement, vous pouvez avoir les épinards et les aubergines aussi en plus. Bon, les aubergines, là, actuellement, c'est pas trop de saison, mais bon, ça peut être une solution si c'est juste avant compétition. Plutôt au niveau des protéines animales, un peu de volaille, du poisson ou des œufs. Alors, les œufs coques ou les œufs mollets seront un peu mieux absorbés que les œufs durs, qui vont être un petit peu moins digestes. Donc, si vous les aimez comme ça, coques ou mollets, il n'y a pas de problème. Le pain au levain, alors idéalement sans gluten, vous pouvez rester sur pain au sarrasin. En général, c'est la meilleure des alternatives. Simplement, pour avoir le moyen mémotechnique pour savoir quels sont les produits qui contiennent du gluten, vous pouvez penser au mot SABO, S-A-B-O. Donc seigle, avoine, blé et orge. Tout ce qui va être céréales à base de seigle, avoine, blé, orge, voire farine, flocons, etc. à base de ces céréales-là contiennent du gluten. Voilà. Donc attention, on peut rajouter aussi l'épeautre qui contient un petit peu de gluten. Donc, voilà, vous aurez ce moyen mémotechnique pour vous rappeler un petit peu dans quel produit on trouve du gluten. Et puis après, en dessert glucidique, gâteau de riz ou lait de riz par exemple, les végétaux, des compotes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, alors le jour de la compétition, plusieurs points de vigilance. Ça va être important justement d'avoir une alimentation de qualité au cours du repas qui va précéder votre épreuve. Il y a deux objectifs sur ce repas-là. Ça va être déjà d'apporter votre énergie nécessaire pendant l'effort, clairement, hein, et puis toujours d'optimiser la vigilance et le confort digestif. Donc, je vous l'ai remis en rouge, ne surchargez pas votre travail digestif parce que vous avez peur d'avoir faim. Ça pourrait être source de contre-performance. Et surtout, pas d'innovation alimentaire le jour J. Pour le petit déjeuner ou le déjeuner complet, si vous êtes sur un repas bien complet, moi, je vous redonne le délai de 3 heures entre la fin de repas et le début d'effort. Pareil, là, je vous ai mis, si votre effort est à 15 heures, vraiment, le dernier repas, il doit se terminer à midi. Dernier délai pour éviter d'avoir des troubles digestifs et d'être en pleine digestion pendant l'effort. Je vous ai donné un petit exemple de petit déjeuner que vous pouvez faire avant un effort. Ça, ce serait sur un petit déjeuner complet, plutôt un petit déj de 3 heures avant effort. Pain au levain, un peu de miel ou purée d'amande. Alors plutôt blanche que complète qui peut provoquer un peu plus de troubles digestifs. Un œuf à la coque ou une tranche de jambon qui sera plutôt bien toléré. Une banane bien mûre ou un autre fruit si c'est bien toléré. Et puis de bien vous hydrater avec de l'eau, voire avec un peu de boisson d'effort juste avant le début de la compétition. Si c'est plutôt un déjeuner, parce que votre compétition est dans l'après-midi, on peut être un petit peu sur le même déjeuner type que celui que je vous ai proposé veille de compétition. Vous voyez que c'est les mêmes produits céréaliers, les mêmes légumes, etc. Donc on peut tout à fait refaire le même repas. Si en plus on sait qu'on l'a bien toléré, qu'il est bien passé, qu'on aime ça, il n'y a aucun problème à refaire la même chose. Au contraire, j'ai envie de dire. Et puis après, voilà, je vous disais les cas particuliers. Par exemple, quand on est dans l'impossibilité de consommer un repas à 3 heures avant, il faut adapter sa quantité de glucides en fonction du temps de départ et puis du poids du sportif. Alors là, je vous ai mis deux exemples. Si le repas, par exemple, il est pris 2 heures avant, on a un départ, par exemple, à 10 heures et qu'en fait, on prend son petit-déj à 8 heures, l'idée, c'est de calculer à peu près 2 grammes par kilo de glucides. Donc, pour un sportif de 70 kg, ça veut dire 140 grammes de glucides qu'on va retrouver environ dans 150 grammes de pain. Ça fait à peu près 3-4 tranches de pain. Une banane, 20 grammes de miel. Là, on a ces 140 grammes de glucides. Donc, quand on est à 2 heures avant, on n'insiste pas forcément sur l'apport en protéines qui risquerait de ne pas être digéré. On serait plutôt... et on essaierait plutôt de faire un focus sur l'apport glucidique. Vous voyez, c'est des aliments surtout riches en glucides. Et encore plus si on est sur un repas 1 heure avant, où là, on dit à peu près 1 gramme par kilogramme, ce qui représente 70 grammes pour un sportif de 70 kg.
qui nous fait à peu près 80 grammes de pain, une banane ou une compote. Donc, vous voyez, 1 heure avant, on est peut-être sur 2 tranches de pain plus une banane, c'est largement suffisant, pas besoin d'aller au-delà, parce qu'après, l'importance, ça va être de s'alimenter pendant son effort. Donc ça, c'est les cas particuliers où on n'aurait pas le choix de manger vraiment juste avant le départ, avant son effort. Alors, sur les rations d'attente, par exemple, vous avez consommé votre déjeuner ou votre petit-déj 3 heures avant. Ensuite, voilà, ce que je vous conseille entre les 3 heures et le départ, c'est de boire assez régulièrement, sans forcément trop d'excès. Alors, vous pouvez être entre 300 et 500 ml d'eau en petite quantité. En général, on dit 3 à 5 ml par kilo de poids de corps. Vous voyez que ça revient souvent, hein, on calcule souvent en fonction de votre poids corporel, les apports en glucides, les apports en eau, etc. Donc, voilà, prenez votre poids et vous multipliez après 3 à 5 ml pour savoir à peu près ce que ça représente. Si vous êtes quelqu'un de très stressé, vous pouvez rajouter un peu de sirop dans votre bouteille pour avoir un petit apport sucré, parce qu'on sait qu'on a une fuite un petit peu glucidique lorsqu'on est très stressé. Alors, ce n'est pas nécessaire de manger pendant la période des 3 heures, puisque les réserves énergétiques, comme on l'a vu, vous êtes censé les avoir faites un petit peu en amont au cours de votre semaine. Vous pouvez boire un peu de votre boisson énergétique, donc 10 minutes avant le début de l'épreuve, pas forcément plus tôt, 25 à 30 centilitres de votre boisson énergétique, ça peut le faire aussi. Et si vraiment vous avez faim et vous avez envie d'un aliment un peu solide, dans ce cas-là, moi je conseillerais une demi-banane, mais vraiment bien mûre, ou alors une pâte d'amande, une pâte de fruits, 30 minutes avant le début de l'effort. Ça aussi, ça peut se faire. Alors, voilà un peu le tableau à retenir sur pendant l'effort, combien ai-je besoin de glucides. Bien entendu, c'est adapté à la durée de votre exercice, à l'intensité, au type d'effort. Vous voyez, tout à gauche, il y a la durée de votre séance, le type de séance. Est-ce qu'on est sur une endurance de base, un travail de muscu ou travail de sprint, donc des efforts plutôt intenses mais plutôt courts. On va être sur un certain grammage de glucides par heure. Et ensuite, après, si on est sur un travail au seuil, PMA, lactique, course, voire des courses très longues, vous voyez qu'on a un petit peu plus besoin de glucides par heure d'effort. Donc ça aussi, pareil, vous aurez le diapo pour faire vos calculs. Pour faire les calculs tranquillement, voir en fonction aussi des étiquettes, ce que je vous ai mis là, voilà. L'étiquette d'une boisson d'effort, voilà un petit peu comment elle peut se présenter. Vous voyez juste les ingrédients, maltodextrine, saccharose, dextrose, que je vous disais tout à l'heure. Donc en général, il y a toujours ça de base. Et puis après, ce qui est important pour vous, c'est de prendre la case glucides pour ce qui est indiqué, c'est-à-dire les 4 dosettes, 40 grammes pour 500 millilitres. Il y a 35 grammes de glucides. Donc là, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir dans votre tête. La question, c'est si je fais un effort supérieur à 3 heures, que mes besoins sont de 90 grammes de glucides par heure. Donc à chaque heure, pendant 3 heures, je vais devoir consommer 90 grammes de glucides. Comment est-ce que je peux les atteindre? Sachant que là, je viens de vous présenter une boisson d'effort. Pendant 1 heure, je consomme 500 millilitres. Je mets 35 grammes de glucides dans ma bouteille. Vous voyez qu'entre 35 grammes et 90 grammes, il m'en manque. Du coup, moi, là, je vous pose la question. Voilà, vous pouvez répondre un petit peu dans votre tête, mais essayez de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus pour atteindre ces 90 grammes de glucides par heure, sachant que la boisson d'effort, elle va être dosée de cette manière-là. Alors voilà, je vais vous apporter la réponse. Donc pendant la course, pour assurer un niveau de glucose circulant et atteindre ces 90 grammes de glucides par heure d'effort, on a notre boisson d'effort à 35 grammes dans 500 millilitres. Et en plus, on peut rajouter 2 barres à 20 grammes de glucides, plus une compote de l'effort qui sera à 15 grammes de glucides. Vous voyez le package que ça peut représenter sur 3 heures d'effort. Et ça, on le fait toutes les heures. La boisson, les 2 barres, la compote. Bien entendu, c'est à adapter en fonction des athlètes, en fonction de leur confort digestif, en fonction des sensations aussi. Voilà, ce sont des chiffres théoriques, mais c'est pour ça, d'où l'importance de tester tout ça avant de faire ça sur une compétition. Par exemple, typiquement, je sais qu'aujourd'hui, je pratique beaucoup le trail. Moi, je suis incapable de consommer tout ça, même si je pars sur 3 heures. La boisson d'effort, plus une barre, plus une compote, me suffisent largement. La deuxième barre, j'arriverai pas à la manger. Mais voilà, tout ça, ça doit être hyper individualisé et propre à chacun en fonction des goûts, en fonction des sensations, etc.
Alors simplement, sur les conseils de consommation, l'idéal pour la boisson d'effort, ce serait 1 à 2 gorgées toutes les 10-15 minutes, quand vous portez sur des efforts plutôt longs, au-delà d'1 heure. Les efforts solides, effectivement, à partir de 3 heures d'effort, ça peut se justifier avec la pâte de fruits, la banane, compote, la barre. On dit en général toutes les 35 à 40 minutes à peu près, idéalement avec une gorgée d'eau plutôt qu'une gorgée de boisson d'effort, parce que là, ça ferait glucides plus glucides, donc glucides dans la barre plus des glucides dans la boisson d'effort, ça fait un peu trop pour le système digestif. Et puis après, pour des efforts très très longs, supérieurs à 5 heures, éventuellement apporter un peu de salé. Hein, j'ai souvent des sportifs aussi sur des ultra-trailers qui me disent ah ouais, mais je peux plus avaler de sucré au bout de 4-5 heures d'effort, moi il me faut du salé. Voilà, ils se bouffent des fois des tucs, d'autres choses qui peuvent être sur les ravitaux, mais ils en ont besoin parce qu'il y a ce besoin aussi de sodium, comme on voyait tout à l'heure, qui est important et le corps est en demande par rapport à ça. J'ai simplement fait un petit point sur les gels énergétiques. Sachez simplement que ce sont des produits qui sont très concentrés en glucides et qui peuvent favoriser les reflux, les vomissements. Surtout, voilà, chez des athlètes qui n'auraient pas l'habitude d'en consommer, sachez que ça provoque un pic de glycémie, donc ça va vous faire un effet un peu euphorisant pendant 30 minutes, et qu'après, on risque de retomber un peu de la montagne russe et d'être un peu en chute libre. Donc, ce type de produits peuvent favoriser l'hypoglycémie. Pareil, ça, je le rencontre souvent chez les VTTistes, là, sur les épreuves soit de cyclo, soit de VTT de descente qui fonctionnent par des tours. Eh ben, ils sont obligés de prendre un gel à chaque tour, parce que sinon, s'ils prennent un gel au premier tour et qu'ils n'en prennent plus, en général, ils sont dans le creux de la vague au bout du deuxième, troisième tour, ils sont en pleine hypo, parce qu'ils ont consommé trop de glucides. Donc, les gels, attention, sachez que ça peut provoquer toutes ces choses-là. Par contre, pour ceux qui aiment ça et qui en ont vraiment besoin, voilà ce que je conseille. Fractionnez les prises, donc prenez peut-être que la moitié d'un gel avec un petit peu d'eau, et toutes les 15-20 minutes. Voilà. Et puis essayer de boire de l'eau entre les 2 prises de gel pour éviter justement cette surcharge glucidique et le risque d'hypoglycémie réactionnelle derrière. Voilà pour la semaine de compétition. J'espère que c'était assez clair. Je sais qu'il y a plein de chiffres, plein de choses, mais voilà, vous aurez le diapo, donc rassurez-vous, vous aurez aussi des chiffres pour vous poser en fonction de vos disciplines, de vos efforts. Voilà, je ne sais pas exactement chacun ce que vous pratiquez comme type d'effort, donc j'ai essayé d'aborder un peu tous les types d'efforts. J'espère que j'ai pu traiter en tout cas de tout ce que vous rencontrez au quotidien. Et puis, on va enchaîner sur la récupération. Pardon, il y a peut-être une question. Il y avait une question plus spécifique sur le sprint, mais bon, c'était en gros, il n'y a pas de régimes spéciaux pour les sprinters, mais je crois que tu as déjà répondu un peu. Voilà, c'est à J-2. La question, c'était aussi entre les tours, est-ce qu'il faut s'alimenter ou pas voilà. Après, l'organisation chez Sprint, nous, en tu as fait, ça. souvent t'as les séries, les demi-finales, la finale, voilà, qui peuvent être sur une seule journée en plus. Ben, là-dessus, typiquement sur ce type de compétition, c'est clairement choisir des aliments qui optimisent au maximum le confort digestif, qui vont être digérés très rapidement. Tout ce que je vous ai dit sur pâte de fruits, les barres, mais alors attention après à quel type de barre, quand même veiller à avoir des aliments, la liste d'aliments la plus courte possible avec des sources de sucre intéressantes. Donc ça, entre les épreuves, ça se digère plutôt bien. Voir la demi-banane, la compote de l'effort, vous pouvez très bien être sur ce type de produit, voire une boisson d'effort que vous allez consommer en fait entre vos efforts. Donc voilà, vous faites votre sortie sprint, après vous avez 1 heure à attendre, vous n'allez pas forcément manger un gros repas. Par contre, vous pouvez être sur la barre énergétique avec une compote, un peu de boisson énergétique à ce moment-là. Vous pouvez tout à fait faire le calcul sur les 40 grammes de glucides par heure d'effort à peu près. Vous avez mis dans la colonne de gauche, là, sur l'entraînement en seuil, pas l'entraînement en seuil, pardon, l'entraînement sprint, et qui donnait à peu près sur 1 heure, vous étiez à 40 grammes de glucides par heure d'effort. Voilà, un petit peu ce que je peux dire sur ça. Ok. Non, et puis, j'ai une autre question. Pourquoi parfois pendant les courses, la boisson reste dans l'estomac? Alors, j'ai pas compris. Je dis Comment pourquoi pendant les courses, la boisson reste dans l'estomac parfois. Enfin, elle se digère mal, quoi, en fait. C'est ça. Ouais, alors, il se peut qu'elle soit pas une boisson adaptée à vous. Peut-être que c'est pas le goût vous correspond pas.
Peut-être que ce n'est pas forcément que lié à la boisson, mais le respect du délai entre le dernier repas et le départ. Donc, du coup, vous êtes encore en train de digérer. Donc, l'apport de boisson ne facilite pas les choses non plus. Donc, vraiment vérifier que tous ces paramètres-là soient nickel et soient optimisés pour après peut-être voir si c'est vraiment que lié à la boisson d'effort ou pas. Après, vraiment, le conseil, c'est de respecter au maximum, de boire des petites gorgées les 10-15 minutes plutôt qu'un afflux important de boissons d'effort qui va vraiment perturber. Et puis après, c'est de vous entraîner aussi à boire, ce que je disais tout à l'heure. Hein. On n'est pas né avec le fait de savoir boire pendant qu'on court. Donc, c'est une boisson qui va être riche en glucides, qui va être autre que de l'eau. Donc, c'est vraiment important de s'entraîner à le faire aussi et d'entraîner ses intestins. Les cyclistes qui partent sur le Tour de France avec du 120 grammes de glucides par heure, ils se sont entraînés et ils ont entraîné à un moment donné aussi leur système digestif à supporter cette charge glucidique avant de pouvoir le faire. Donc ça aussi, c'est important. Merci. Alors, sur la partie récupération, alors voilà les choses que je peux vous dire. Simplement déjà avoir en tête qu'il y a ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Donc ça va être une période qui va durer entre 4 à 6 heures. Alors pour la première phase, et ensuite qui peut aller jusqu'à 48-72 heures après votre effort. L'idée, c'est que c'est une période pendant laquelle l'organisme il va être prêt à reconstituer le statut nutritionnel que vous aviez avant l'effort. Donc que ce soit les réserves glycogéniques au niveau du foie, des muscles, mais aussi le statut un petit peu en protéines avec des mécanismes de réparation tissulaire qui vont se mettre en place. Vous voyez qu'après 10-12 heures, cette fenêtre métabolique atteint 50% de sa valeur initiale. Donc, d'où l'importance d'avoir des apports alimentaires assez rapides après l'effort pour optimiser au maximum cette fenêtre métabolique. L'hormone principale de cette fenêtre va être l'insuline. Quand on sécrète beaucoup d'insuline, on fait rentrer beaucoup de glucides à l'intérieur des cellules pour favoriser le stockage de glycogène. Donc, c'est ça vraiment qui va être déterminant, surtout en cas de répétition d'efforts. Alors, voilà, si vous avez une compétition et qu'après, derrière, ça n'enchaîne pas les efforts, c'est pas très grave de ne pas optimiser cette fenêtre. Par contre, si vous êtes sur des grosses périodes d'entraînement, que vous savez que vous avez une compète le samedi, vous enchaînez le dimanche, ou voire potentiellement le lundi, c'est des périodes qui vont être hyper, hyper importantes pour vous d'optimiser vraiment cette fenêtre métabolique. Alors, les facteurs à l'intérêt pendant l'effort, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on n'aura pas trop le temps. Sachez juste que sur les entraînements excentriques notamment, comme une release musculaire et la destruction un peu musculaire, et va diminuer la vitesse de resynthèse du glycogène. Donc, si on a des entraînements un peu type excentrique, une importance accrue d'optimiser la fenêtre métabolique avec un apport de glucides et de protéines à ce moment-là. Alors, les solutions de récupération qu'on a, la première clé, clairement, la récupération, elle commence avec votre alimentation quotidienne. Tout ce que je vous ai dit la dernière fois, pour ceux qui n'ont pas écouté la conférence, sincèrement, reprenez l'alimentation du quotidien parce qu'il y a une réelle importance là-dedans. Vous récupérerez mieux si vous vous alimentez bien au quotidien. Ça ne sert à rien de mal s'alimenter toute la semaine et qu'au final se dire je vais optimiser ma récup. Voilà, vous serez qu'à 50% de vos capacités de récupération si vous n'avez pas une bonne alimentation au quotidien. Et la seconde, ça va être d'optimiser au maximum donc cette fenêtre métabolique dont je vous ai parlé là, au maximum. Alors l'idée, c'est que plus l'athlète est entraîné et plus la synthèse se fera efficacement et rapidement. Donc, comparativement entre un athlète qui s'entraîne 1 fois par semaine et un autre qui s'entraîne 5 fois par semaine, celui qui s'entraîne 5 fois par semaine aura une synthèse plus efficace des réserves glycogéniques. La chronologie d'apport qui va être très importante. Donc, plus on consomme les glucides tôt, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'idée des 10-12 heures, on arrive à 50% de la valeur. Là, c'est vraiment, même plus tôt que ça, c'est si on peut consommer quelque chose entre 30 minutes à 1 heure après l'effort, on a une synthèse quasiment double que par rapport à ce qu'elle pourrait être 2 heures après. Donc, ce qui va être important aussi, c'est la nature et la quantité des glucides.
L'idée, c'est d'avoir des glucides plutôt à index glycémique élevé. Donc, pareil, on est un peu à l'opposé de ce qu'on conseille au quotidien avec des index glycémiques plutôt moyens à bas, etc., pour éviter les pics d'hyperglycémie, etc., avec les hypoglycémies réactionnelles. Là, on est vraiment sur l'importance de faire sécréter beaucoup d'insuline avec l'index glycémique élevé pour favoriser le stockage. Et ensuite, on sait qu'on est plus efficace lorsqu'on associe des protéines à ces glucides-là pour refaire les réserves. Donc là, je vais vous parler de la phase 1. La phase 1 de la fenêtre métabolique, c'est à peu près 30 à 60 minutes après l'exercice. Si on ne consomme pas de glucides, cette phase, elle diminue très rapidement. Donc, on est presque passé à côté de notre exercice. Ce sont des transporteurs du glucose pour rentrer au niveau des cellules musculaires et des cellules hépatiques. Et plus effectivement la consommation se fait tôt, plus la quantité de glycogène va être élevée. Idéalement, ce serait d'apporter des glucides toutes les 15 à 30 minutes. Donc, pendant au moins 1 heure, on essaie de manger, alors voilà, soit toutes les 15, ça voudrait dire on mange 4 fois. Ça peut être suffisant de manger 1 fois à 30 minutes et de remanger 1 fois à 1 heure, en fonction de l'épreuve, en fonction de vous aussi, de l'adaptation, de qu'est-ce qui se passe après ma compétition, etc. Si c'est trop dur de manger après un effort, vous pouvez aussi boire un petit peu de boisson de récupération. Des fois, les apports hydriques associés à de l'apport de récupération sont plus faciles à ingérer après un effort. On peut aussi avoir un effet un peu coupe-faim à la fin d'un effort. Et puis, on peut avoir la phase 2 qui veut la première phase. Par contre, on va continuer à être dans cette phase métabolique, on va continuer à manger pendant 48 heures qui suivent l'effort. Consommation de 1,2 g par heure de glucides, c'est-à-dire n'essayez pas d'aller au-delà par heure de glucides, parce qu'en fait, on ne serait pas efficace. Il y a pas de... Pardon? Non, on est encore en train de te perdre. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, coupe ta vidéo peut-être. Je suis là, mais bon. Ouais, vous m'entendez? Ouais, je vais couper ma vidéo. De couper ta vidéo peut-être. Ouais. Tu auras plus de débit pour le son. Ouais. Alors, simplement, je vous disais tout à l'heure, effectivement, on est plus efficace quand on apporte des protéines avec des glucides plutôt que lorsque l'on consomme des glucides seuls. Alors, en pratique, comment je fais pour optimiser cette fenêtre métabolique? Je choisis un apport glucidique de 1 à 1,2 g par kilogramme par heure avec des aliments à haute teneur en amylopectine, donc riz, pommes de terre, qui sont index glycémique plutôt élevé, qui sont intéressants. On peut avoir la boisson de récupération, comme je vous l'ai dit. Alors, les fruits ont une efficacité intermédiaire parce qu'il y a un index glycémique moyen et pareil que tout à l'heure, riche en fructose, qui va être capté directement par le foie, alors que le glucose, lui, il est capté un petit peu plus par les muscles. Et puis, d'associer ces glucides à un apport de protéines qui va être riche en BCA, qui va être assimilé rapidement au niveau intestinal. Donc, les riches en BCA, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est volaille, œufs, aussi produits laitiers peut être intéressant. Ce qui est bien, c'est à peu près 20 grammes de protéines toutes les 3 heures si on est sur une épreuve d'ultra-endurance. Et puis, si on est plutôt post-effort, entre 1 à 3 heures d'effort, par exemple, voire même un effort de sprint, on peut être à 20 grammes de protéines en post-effort associé à un apport de glucides. En général, c'est pareil, comme les boissons d'effort, les boissons de récupération sont assez bien dosées par rapport à ça, en termes de ratio protéines-glucides. Simplement, si vous prenez un repas dans l'heure qui suit l'effort, il n'y a pas de nécessité à consommer des petits encas glucidiques. Par contre, si vous finissez votre épreuve à 17 h, mais qu'en fait, vous ne mangez pas avant 20 h, là, je vous conseille d'avoir des petits encas, compote, pâte de fruits, etc., 30 minutes à 1 heure après la fin d'effort. D'associer aussi tout ça à un produit laitier, type brebis chèvre, voire du skyr, qui est un peu plus riche en protéines.
L'idée, c'est que pour une récup efficace, il faudrait consommer 3 fois plus de glucides que de protéines. Voilà un petit peu pour le ratio, 3 pour 1. Et puis d'associer une hydratation avec une eau riche en bicarbonate, Ceinture, Vichy, pour justement tamponner l'acidité qui a été produite à l'effort. Sur le repas de récupération, une fois que vous avez pris cet encas ou directement en post-effort, vous pouvez tout à fait être sur un repas d'eau glucidique type alcalinisant. Alors, pommes de terre vapeur, qui sont un petit peu anti-acides, des légumes. Alors là, pour le coup, restez un peu sur le confort digestif dont je vous parlais tout à l'heure, avec des légumes ou des fruits bien mûrs, pelés, pépinés. C'est pareil, quand on est en post-effort, on a un stress oxydatif accru. On a aussi notre muqueuse qui a bien souffert pendant l'effort, donc ne pas forcément venir la perturber avec un repas trop riche en fibres qui pourrait encore plus abîmer la muqueuse. Et puis conserver les graisses crues, huile de qualité, pourquoi pas quelques oléagineux, amandes, noix, noisettes. Et à ce moment-là, vous pouvez saler un petit peu plus vos aliments, puisqu'il y a eu une perte de sodium pendant l'effort via la transpiration, via aussi la respiration. Mais du coup, de saler un petit peu plus ces aliments, ça pourrait être intéressant sur le repas de récupération. Donc ça, si vous êtes sur dominante végétale. Et puis après, si vous voulez associer des protéines animales, pourquoi pas être sur des œufs, du poisson. Bien entendu, d'éviter au maximum la consommation de viande rouge, qui va produire énormément de déchets et qui va être très acidifiante. Donc, c'est pas la peine de surcharger le travail au niveau rénal pour favoriser l'élimination. Et puis après, plutôt être sur un dessert un peu type glucidique avec soit un flan, une compote, une tarte aux fruits qui va apporter encore un nouveau des glucides. Alors, je vous ai mis un petit menu. Donc, ça, c'était un petit menu que j'avais fait. Un riz rouge avec des petits légumes sautés, alors quelques pois chiches, parce que les légumineuses, je vous disais tout à l'heure que pour optimiser le confort digestif, attention, moi je les tolère plutôt bien, donc je peux les intégrer, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est vraiment hyper dépendant de l'individu et de l'athlète. Associé avec un peu d'huile de colza, des raisins secs, des noix de cajou. Et puis en dessert, tarte myrtille maison, hydratation avec ceinture et eau plate en alternance. Voilà. Voilà pour la récupération. Du coup, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser avant que je vous présente une dernière chose avant la fin de cette conférence. Alors, j'espère que vous avez mon son, parce que du coup, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Oui, c'est bon, ça va. Oui, c'est bon. Ça va. Ok, ça va. Alors, il y avait une question après l'effort, quand on n'arrive pas à manger en trop grande quantité, à quoi est-ce dû? Ben, justement, c'est le problème de cette diminution de l'irrigation au niveau des muqueuses intestinales. On a un effet vraiment coupe-faim en fait, de l'effort qui arrive. On n'a pas forcément envie de manger, par contre, on en a besoin. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que je vous conseillais d'être plutôt sur des apports liquides. Soit vous faites un smoothie, soit une boisson de récupération. Mais voilà, il faut quand même rester, même si vous n'avez pas faim, c'est important de consommer des glucides après l'effort si vous voulez optimiser la fenêtre métabolique. Que faudrait-il éventuellement faire pour éviter les vomissements après un effort intense, type 800 mètres chez nous? Et bien là, s'entraîner encore plus. Sincèrement, si vous optimisez tous les paramètres que je vous ai donnés, c'est-à-dire les repas à distance, boire en petite quantité, alors sur des efforts intenses, 800 mètres, pas forcément boire juste après l'effort, juste avant l'effort, pardon, ni forcément boire pendant l'effort, parce que de toute façon, c'est pas possible. Si vous arrivez à respecter tous ces paramètres-là, mais qu'il y a quand même des vomissements, voilà, soit effectivement, il y a un besoin plus important d'entraînement, soit je ne saurais pas vous répondre pour limiter ça. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles voilà, au travail lactique, aux choses. Voilà. Donc ça, c'est aussi des différences interpersonnelles naturelles, entre guillemets. Exactement. Après, voilà ce que je vous dis sur tous les paramètres que je peux vous donner entre le confort digestif, etc. Si vous respectez déjà tout le tableau, vous essayez d'optimiser au maximum
toutes ces choses-là et de respecter les délais et voir aussi si ça peut agir sur les vomissements et vous mettre dans un confort digestif un peu plus optimal aussi. Peut-être que vous êtes sensible aux produits laitiers, peut-être que vous êtes sensible au gluten, sans forcément le savoir parce qu'au quotidien, ça passe bien, mais par contre, quand vous êtes à l'entraînement, ça passe moins. Donc, moi, je vous conseille peut-être de tenter sur des prochains efforts intenses. Alors, en dehors de compète, mais là, si vous avez des entraînements prévus qui vont être très intenses, testez 2 jours avant de commencer à faire l'optimisation du confort digestif en limitant le gluten, en limitant tout ce qui est trop fibreux, etc. Et voyez déjà si ça vous permet de mieux supporter votre effort. Alors, je reviens juste sur un petit truc que j'avais abordé la dernière fois, puis Yannick, tu avais bien fait de m'en reparler. On avait parlé des œufs, de l'étude, avec le risque des complications cardiovasculaires, etc., et de l'étude que j'avais présentée. Donc, en fait, c'était une étude qui s'appelle l'étude des 7 pays, qui avait été faite par Ansel Keys, qui avait démontré en fait que la consommation de graisses saturées et notamment de cholestérol augmentait le risque cardiovasculaire. Alors ça, c'était dans les années 50. Il y a eu cette étude et en fait, ensuite, en 84, il a fait publier, un sénateur a fait publier des directives en fonction de cette étude-là. Le problème, c'est que notre cher Ansel Keys avait démontré que la consommation de graisses saturées et de cholestérol augmentait le risque cardiovasculaire. Donc, on sait très bien que les œufs sont riches en cholestérol, donc les œufs étaient aussi incriminés là-dedans. Sauf que, en fait, cette étude comportait de nombreux biais parce qu'il avait choisi 7 pays avec une population qui était de gros consommateurs de produits riches en graisses saturées. Il avait volontairement choisi ces 7 pays parce que justement, ça corroborait à son hypothèse de départ. En fait, il avait juste envie de prouver que, effectivement, la consommation de cholestérol, de graisses saturées augmentait le taux de cholestérol dans le sang et donc augmentait le risque cardiovasculaire. Alors que s'il avait choisi d'autres pays comme la France, la Suède, en fait, il s'était rendu compte que ça démontrait juste tout l'inverse et qu'il n'y avait pas voilà, on ne pouvait pas corroborer les résultats avec une augmentation des risques cardiovasculaires. Donc, toute l'idée de dire, quand on consomme des œufs, trop d'œufs par semaine, ça augmente le taux de cholestérol et ça augmente le risque cardiovasculaire, c'était basé en fait sur cette étude-là. Et donc là, je vous ai mis en QR code une autre étude qui avait été publiée dans BMJ sur la consommation des œufs, justement, et le risque cardiovasculaire qui prouvait vraiment qu'effectivement, on n'avait pas d'augmentation du risque de maladie cardiovasculaire. Au contraire, un œuf par jour, donc ça nous fait 7 par semaine, réduisait le risque d'AVC notamment de 12%. Donc voilà, l'American College aussi a statué là-dessus. Il n'y a pas besoin de restreindre les aliments riches en cholestérol pour éviter les problèmes cardiovasculaires, comme on pourrait tout le temps l'entendre, et pour limiter les maladies cardiaques. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est juste que... Dans le Nouveau Sport Éveil, il y a un article très intéressant sur le cholestérol il vient de sortir, là je l'ai reçu avant-hier. voilà. Et En fait, ils expliquent que justement, en fait, le taux de cholestérol maximum sur les 30 dernières années a été abaissé dans un but assez clair, c'était de vendre plus de statines pour qu'il y ait plus de gens concernés, alors que les statines, en plus, c'est pas très bon on est bien c'est d'accord. pas très bon pour la santé. Voilà. Non. Et en fait, ce que je peux rajouter aussi à ce que tu dis, Yannick, c'est qu'en fait, le cholestérol, c'est juste un marqueur de risque cardiovasculaire, mais quand il est associé à d'autres facteurs, ça veut dire qu'une personne qui est ni en surpoids, qui n'a pas d'hypertension, qui n'a pas de diabète, qui ne consomme pas de tabac et qui a un peu de cholestérol, c'est pas gênant. En fait, c'est simplement qu'à un moment donné, il métabolise un peu plus. Le cholestérol, il en produit un peu plus, sachant que l'alimentation, c'est 20% du cholestérol, 20% du chiffre qu'on aura sur le cholestérol et 80%, c'est le corps qui le fabrique, justement pour fabriquer certaines hormones, notamment le cortisol, etc., et d'autres hormones qui sont fabriquées à partir de cholestérol. Donc voilà, et ce qui est important à retenir, c'est surtout que l'hypercholestérolémie, c'est des fois le reflet d'un mode de vie pas très sain, avec effectivement une alimentation exclusivement riche en acides gras saturés, charcuterie, viande rouge, fromage, beurre, plus que de raison, des glucides à index glycémique élevé en permanence, donc produits transformés, par exemple les céréales du petit-déj, biscottes,
des gâteaux, des choses comme ça, associés à de la sédentarité, du tabagisme. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait d'autres facteurs associés à tout ça pour qu'on puisse se dire, OK, là, l'hypercholestérolémie, elle nous parle dans ces situations-là. Mais voilà, consommer 1 à 2 œufs par jour, tous les jours, voilà, tous les jours de la semaine, et en plus, idéalement, si c'est consommé le matin, il n'y a aucun risque d'augmenter le problème cardiovasculaire, en tout cas. Voilà pour la présentation. J'espère que c'était clair. J'ai toujours l'impression d'aller à 1000 à l'heure, mais en plus, comme je vous vois pas, je vais remettre ma vidéo. Comme je vous vois pas, c'est pas simple, mais je vais aussi enlever mon partage. Alors, mettre le partage, arrêter le partage. Voilà. Comme ça, je vous retrouve. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Tous les conseils sont-ils valables pour les efforts de type saut, pH, hauteur, longueur? Sur la préparation, je pense, il me semble que oui. Après, Ouais. Bah oui, clairement, ce que tu dis, Yannick, sur la préparation de votre semaine, vous pouvez, sur ce type d'effort, vous commencez à J-2. Après, voilà, si c'est des efforts, par exemple, saut à la perche, vous avez plusieurs sauts, ça peut durer 1 heure. Vous pouvez tout à fait vous prendre ça votre peut durer boisson. 4 ou 5 heures même un concours. Ouais, bah d'accord, moi, je suis un peu, j'étais un peu loin, mais C'est- voilà. Donc, il va falloir s'alimenter pendant l'effort. Pour favoriser votre vigilance, favoriser la concentration, il faut des apports glucidiques. Donc, ça peut tout à fait rentrer là-dedans. Alors, on a moins la nécessité de s'alimenter forcément pendant l'effort ou de boire pendant l'effort. Par contre, entre les sauts, etc., essayer de garder un apport glucidique assez régulier avec les bars, avec les compotes de l'effort, avec certains s'il y a besoin de gel énergétique, mais pas forcément toujours conseillé ou à fractionner, une boisson énergétique que vous allez consommer tout au long de votre effort. Voilà. Mais vraiment, sachez que l'apport glucidique pendant l'effort favorise aussi la concentration, la vigilance et favorise forcément la performance derrière en optimisant un petit peu ces curseurs-là. Ok, merci. Est-ce que tu peux rappeler les effets du fait de courir à jeun? Alors, on va être les effets à jeun, c'est plutôt sur optimiser l'utilisation d'autres filières énergétiques, comme par exemple la lipolyse. Donc, on ne va pas utiliser forcément les glucides pendant l'effort, on va être directement sur les filières lipidiques. Et du coup, alors, effectivement, ça peut favoriser la perte de gras, mais du coup, sur des efforts très longue durée, ça permet d'entraîner le corps à utiliser d'autres filières énergétiques. C'est pour ça, après, je disais juste faire attention de ne pas aller au-delà de 60 minutes d'effort parce que y a des risques de taper un peu dans le muscle et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. On veut privilégier effectivement les filières lipidiques, mais voilà, ça peut être intéressant dans ce contexte-là en tout cas. Par contre, attention, et là, le repas de récupération, il est important. Le petit-déj, en tout cas de récup, après un entraînement à jeun, essayez de prendre le petit-déj de récup dans les 30 minutes à 1 heure après votre entraînement à jeun, si vous voulez vraiment optimiser l'entraînement et ce que vous venez de faire, et puis optimiser les reconstitutions glycogéniques derrière. Est-ce qu'il y a de grosses différences d'apport entre les athlètes? Alors, tu peux préciser ta question, Damien. Les différences interindividuelles, c'est ça la question? Ah, entre les femmes et les hommes, déjà, est-ce qu'il y a des différences sur les apports? Sur les apports, c'est en fonction du poids de corps, mais on sait aujourd'hui que les femmes utilisent plus les filières lipolytiques, lipidiques, par rapport aux filières glucidiques chez les hommes, en fait. Donc, normalement, les femmes sont peut-être plus performantes sur les épreuves longues, d'endurance longue, que les hommes, en tout cas, sur ces filières-là. Et il y a un stockage de gras qui se fait plus facilement chez la femme que chez l'homme. Donc après, voilà, l'homme, sur les repas de récupération, en général, a besoin de plus de glucides que la femme, clairement. Et après, c'est aussi dépendant par rapport au poids de corps. Bien entendu, les athlètes entraînés aussi sur les réserves. Un athlète très entraîné aura une capacité de réserve au niveau musculaire et au niveau du foie plus importante qu'un athlète moins entraîné.
est-ce qu'il y a des différences par rapport liées à l'âge aussi, sur une catégorie Oui, que tu vois? on sait qu'on a des besoins accrus chez les adolescents. Alors ça, c'est pas forcément sur la semaine de compétition ou le repas de récupération. Là, on n'a pas trop de différence. Par contre, c'est dans l'alimentation du quotidien où effectivement, on a des besoins plus importants chez les adolescents, notamment en termes d'apport calorique, parce qu'il y a des besoins pour la croissance. On a des besoins plus importants sur certains minéraux comme le magnésium, comme le calcium, pour la minéralisation osseuse. Des besoins en fer aussi plus importants, notamment chez la sportive femme qui va avoir le début de ses règles, etc. Donc, c'est surtout ces points de vigilance-là, en tout cas, qu'il faudrait avoir chez les athlètes plus jeunes. C'est sur la période en dehors de compétition, des apports caloriques plus importants et des besoins en minéraux et en vitamines plus importants, en tout cas. Voilà, vous pouvez retenir, en tout cas, surtout calcium, fer, magnésium, ça c'est vraiment hyper important. La vitamine D aussi qui est importante, mais là j'ai envie de dire chez tout le monde. Mais voilà, en tout cas, pour faire la différence entre les adolescents et les adultes. Après, pendant la compétition, euh, j'ai pas envie de botter en touche, mais pour moi, il y a peu de différence par rapport aux adultes. Tout ce qui s'applique par rapport au poids de corps, vous pouvez l'appliquer pour la semaine de compétition et idem sur la période de récupération. Ok. Les glucides quelques minutes avant le départ, c'est à déconseiller. Alors, la question de fabrication d'insuline, alors si j'ai bien retenu ma leçon, c'est surtout on risque de créer une hypoglycémie réactionnelle, c'est ça le risque? Ouais, alors surtout s'il y a une surcharge, c'est pour ça que je vous disais la boisson énergétique, bah, vous pouvez tout à fait commencer à consommer un peu de boisson d'effort 10 minutes avant. Il n'y a pas forcément trop de risque de pic glycémique avec ça. Par contre, n'allez pas vous prendre un gel entier juste avant l'effort, quoi. Ça, c'est sûr. Et je vous disais, si vous voulez un encart, c'est plutôt 30 minutes avant l'effort plutôt que juste 5 minutes avant, quoi. Si vous voulez pas de fruits, bananes ou compotes, essayez d'être plutôt 30 minutes avant avec un peu d'eau plutôt que juste avant. Important s'hydrater après un effort intense. Bah, tout de suite après l'effort, en fait. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Ouais, c'était oui, combien de temps après? Ok, bah, Tout de suite. directement à la fin de votre effort. Y a-t-il des aliments à éviter pour l'antidopage qui peuvent se transformer pendant les métabolisations? Non, pas nécessairement. Le risque avec les produits dopants, de toute façon, c'est quand vous commencez à consommer des produits qui n'ont pas le Sport Protect, le label Sport Protect. Hein. Si vous achetez des boissons d'effort ou d'autres produits énergétiques dont on ne connaît pas trop la provenance, on ne sait pas trop les ingrédients. Par contre, dans les aliments, non, il n'y a rien qui va être considéré comme dopant. C'est pas parce que vous allez boire 2-3 tasses de café ou d'autres choses qu'il y aura une métabolisation qui va être considérée comme dopante. Les excuses bidons de il y avait des hormones dans mon steak, Non, ça c'est marche juste pas. des excuses bidons. C'est juste des excuses bidons. Ça marche pas. Ça marche pas. Non. Voilà, ça marche pas. Ouais. Et puis, du coup, j'en profite, je vois plus d'autres questions s'afficher. Bien sûr, je répondrai aux autres, mais j'en profite pour vous présenter mon dernier ouvrage que j'ai sorti cette semaine. Voilà, j'ai sorti un livre qui s'appelle. Faut enlever le flou, il y a le floutage. Faut enlever le Ouais, floutage. je suis en train de voir qu'il y a le flou et que du coup, c'est pas top. Si tu veux, Pour si tu veux. le... Alors, choisir un filtre. Non, c'est pas un filtre. Non, c'est enlever le flou, en fait, ce qu'il faut Ouais, faire juste. c'est le floutage. Donc, je suis ici. Ça y est. Voilà, ça Voilà. s'appelle votre alimentation avec Alice, quelques conseils pour bien manger avant et après votre effort. Donc, vous y retrouverez en fait plein de conseils sur le petit-déj, le repas du midi, la collation et le repas du soir. Comment je construis ces différents repas. Les adaptations à faire si je travaille plutôt en endurance ou si je fais plutôt en sport un peu type musculation. Et puis, il y a des recettes pour chaque moment. Donc, vous avez 4 recettes sur chaque moment de journée. Et puis, à la fin, un focus sur toutes les vitamines et minéraux essentiels pour le sportif et la sportive. Je vous parlais effectivement tout à l'heure magnésium, calcium, les vitamines du groupe B notamment, etc. Donc, un petit focus là-dessus en plus. Donc voilà, c'est un bouquin que vous pouvez trouver pour l'instant en librairie Alain Tranquille. Et après, il sera disponible en commande sur le site de la FNAC. Donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas,
le tome 1 qui, j'espère, laissera suite à d'autres tomes. Mais voilà, Tranquille, assez c'est à fière. Besançon pour les gens qui ne connaissent pas. Pardon, oui, l'intranquille, pardon, oui, c'est vrai que je vais vous mettre Il y le a plein de nom, gens. du coup, édition Les Sportives. Et puis, c'est votre alimentation. La liste, quelques. Sur le site de la FNAC dans pas longtemps. Oui, ça, c'est dans pas longtemps, mais à l'intranquille, ça y est déjà. Donc, il y aura des moments de aussi. Et normalement, si tout va bien, une conférence sera prévue, organisée par l'intranquille. Bah, je te communiquerai la date si ça peut intéresser Yannick. Et puis derrière, une Je séance de transférerai, dédicace. Voilà. je transférerai au Bisontin. Ça marche. Pas de problème. Bon, eh bien, il me reste, je pense, à vous remercier pour votre participation, à te remercier toi pour cette deuxième conférence. On a bien fait d'en faire deux, effectivement, parce que avec tout ce que je t'avais demandé, une seule, ça aurait été un petit peu court. Oui, oui, c'est clair. Je vais remettre un coup ma caméra. Moi, j'avais coupé aussi parce que j'avais ma connexion Ouais, qui était instable. ok. Je vous souhaite une bonne soirée. Pas s'il n'y a plus d'autres questions. Merci à tous. Je vous Merci à envoie tous. donc le replay et puis le document aussi Ouais, je te dès que je ferai l'aurai. passer. Ok. Ah, c'est quoi le sujet de la prochaine conférence? C'est une bonne question. La prochaine conférence sera le 6 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et hop, je vérifie juste la date pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça, le 6 avril, et je ferai un focus sur la relation entraîneur-athlète, parce qu'il y a pas mal de demandes là-dessus, sur ce module-là en ce moment, et puis il y a des choses à faire, enfin, des choses à dire, pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, je ferai un petit focus sur la relation entraîneur-athlète le 6 avril. Et puis, puis celle du mois de mai, la date exacte, je vous la redonnerai après, mais ce sera sur le trail, sur le pass trail. Donc, le trail chez les jeunes, la mise en place d'une stratégie de préparation au trail chez les jeunes, qui est en train d'être validée par la fédération. Voilà. Merci à vous. Hop, je vous laisse vous déconnecter et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous aussi. Bye bye. Bonne soirée.